le seul personnage qui défend vraiment l'indépendance des Nations Unies, c'est le secrétaire général. Les États, eux, utilisent les Nations Unies comme un ustensile pour promouvoir leur propre politique nationale. Je reçois maintenant l'ex-secrétaire général de l'ONU, et oui, vraiment merci d'être là, ça nous fait très plaisir de vous avoir, c'est un peu exceptionnel, donc on est content. L'ex-secrétaire général de l'ONU, donc aujourd'hui reconverti dans la francophonie, Boutros Boutros-Ghali, pour la parution chez Fayard de son livre, de son deuxième livre, Mes années à la Maison de Verre. Alors bonsoir Monsieur Boutros-Ghali. Bonsoir. Très heureux de vous avoir. Donc en fait Boutros ça veut dire Pierre, hein, c'est ça? Oui. Hein, et alors le président Sadat avec qui vous avez travaillé pendant de longues années, quand il était de bonne humeur il vous appelait Boutros et puis quand il vous appelait Pierre c'est qu'il était un peu moins content, c'est ça? Il m'appelait Peter, parce que je ne sais pas pourquoi. Et alors, l'interprétation qu'il avait donnée à Menachem Begin, oui. C'est qu'il a une tête de pierre. Ah oui, d'accord. Donc, il est compliqué, il faut lui cogner dessus pour qu'il change d'avis. C'est vrai que vous êtes quelqu'un, on va en parler. Alors, vos parents, vous dites, parce que vos parents vous grondez en français, c'est une famille très, très cultivée du Moyen-Orient, et vous grondez en français. C'est pour ne pas nous humilier devant le personnel. Oui. Ah oui, d'accord. Mais c'était bien, il préservait votre amour-propre. Exactement. C'est très bien. Mais parfois, quand il voulait que la granderie soit plus sévère, il la disait en arabe. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez été secrétaire général de l'ONU, on va en parler. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous avez fait des études en français. Alors, pourquoi ce livre, la version originale du livre, est-elle en anglais? Pourquoi vous ne l'avez pas écrit directement en français? D'abord, je l'ai écrit en partie en français, partie en anglais. Tout dépendait des documents que j'avais à ma disposition. Mais je tenais à m'adresser d'abord aux lecteurs américains. Oui. Si j'avais publié le livre en France, j'aurais eu beaucoup de difficultés à le traduire en américain et à trouver un éditeur. Alors le contraire était plus facile, de le publier en Amérique, et donc je m'adressais surtout au public américain. Oui, dans la mesure, je voulais qu'ils sachent que fait son gouvernement. Quand on lit le bouquin, on sait. Hein, ça, vous ne mâchez pas vos mots. Pour un diplomate, vous y allez assez fort, d'ailleurs. Alors, ça s'appelle donc Mes années à la Maison de Verre, c'est chez Fayard, comme je l'ai dit. Donc, ça raconte votre l'époque. Vous étiez secrétaire général de l'ONU de 92 à 96. Et alors, à l'expiration de votre premier mandat, en 96, généralement, on fait toujours 2 mandats quand on est secrétaire général de l'ONU. Et vous, fait complètement inhabituel, les États-Unis s'y sont opposés malgré le soutien, vous aviez le soutien de tout le monde, la Russie, l'Angleterre, les pays arabes, l'Afrique, l'Asie. Un vote au Conseil de sécurité de 14 voix en faveur de ma réélection et un veto pour la première fois dans l'histoire de l'après-guerre, l'utilisation du veto. Ouais. Alors eux, ils imposent Kofi Annan, les Américains, qui est effectivement, on peut le croire, en tous les cas, on l'a vu au sujet du Kosovo, plus souple avec eux, puisqu'il y a eu, comme on en parlera tout à l'heure, violation de la charte. Alors, dès 92 quand même, vous êtes le premier secrétaire général de l'ONU d'origine, enfin du continent africain, disons, vous déclarez « Je suis un homme libre et indépendant et je n'ai aucun patron ». Est-ce que vous ne pensez pas que ça a commencé un peu à les énerver dès le début, ça? Non, je pense que mes rapports étaient bons dès le début. Et comme je dis, je n'ai aucun patron, j'ai dit souvent aussi que j'ai 185 patrons, qui étaient à ce moment le nombre d'États. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous travaillez sous le regard de 185 ambassadeurs et vous dites finalement, c'est vraiment une maison de verre, l'ONU, parce que je suis surveillé, je suis fliqué. Oui, tout est surveillé. Mais je pense que lorsque je disais que le secrétaire général doit avoir un minimum d'indépendance, ceci était conforme à la charte. Et que le secrétaire général ne doit pas recevoir des instructions d'un État, ceci est aussi conforme à la charte. Alors, dès le début, vous découvrez quand même que c'est pas facile. Vous dites que la bureaucratie est encore plus lourde que la bureaucratie égyptienne, et c'est pas peu dire. Alors, vous y allez, hein. Vous supprimez, là je raconte un peu pour montrer votre action, vous supprimez 16 postes de ministres, au lieu de 38 rapporteurs spéciaux, vous en gardez 10, vous fusionnez 5 départements en un. Et alors vous dites, à ce moment-là, mon métier c'était d'être provocant. C'est-à-dire que dès le début, vous avez eu le sentiment il fallait taper un peu sur la table, quoi. Il fallait le faire au début, parce qu'après ça, vous commencez à vous habituer, vos collaborateurs deviennent des amis, et il est beaucoup plus difficile de pouvoir agir. Oui, c'est l'état de grâce au départ, vous avez profité de votre état de grâce. Alors, en 95, les problèmes, donc à 1 an de votre réélection, les problèmes commencent avec les USA, et vous dites, d'ailleurs à cette époque, vous déclarez, les Américains, ils disent toujours, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais enfin, dès qu'on touche à leurs privilèges, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Donc là, il y a déjà un petit sentiment de frottement entre les Américains et vous qui t'exprimez.
Mais je dois vous avouer que j'ai eu des frottements avec d'autres États, puisqu'à partir du moment où voulez-vous défendre l'indépendance, le seul personnage qui défend vraiment l'indépendance des Nations Unies, c'est le secrétaire général. Les États, eux, utilisent les Nations Unies comme un ustensile pour promouvoir leur propre politique nationale. Donc il est normal que je vais avoir des difficultés, pas seulement avec les États-Unis, mais avec les autres États membres aussi. Avec qui vous en avez eu, à part les États-Unis, des problèmes le plus? En deuxième position dans les problèmes? En deuxième position, j'ai eu des problèmes avec des États qui me sont très familiers. J'ai eu des problèmes avec l'État d'Israël, j'ai eu des problèmes avec l'Irak, j'ai eu des problèmes avec la France. À un certain moment, si vous vous rappelez la presse française, on disait la valse des généraux, parce qu'on a changé 2 ou 3 généraux en Bosnie. Donc j'ai eu des problèmes avec plusieurs États. Mais ceci dit, il ne faut pas souligner le fait d'avoir des problèmes. Je m'entendais très bien avec les États-Unis sur différents autres problèmes. Le problème, M. Boutros-Ghali, c'est qu'à un moment, l'affaire de votre réélection devient une affaire de politique intérieure américaine, c'est-à-dire c'est au moment de l'élection présidentielle américaine. Et là, effectivement, vous êtes soumis à un feu nourri de critiques. Et d'ailleurs, Bob Dole, c'est vous qui dites ça, Bob Dole, vous appelez Boutros, ce qui veut dire bou, ça veut dire où. Hein, ou comme ça. Parce qu'aux États-Unis, en France, quand on veut siffler quelqu'un, on siffle. Ouais. En Égypte, on frotte, comme il y a du sable, on frotte les pieds, ça fait un certain bruit. En Amérique, on dit bouh. Voilà. Alors, mon nom, évidemment, prêtait. Alors, il disait, I will never accept that Boutros. Boutros. Alors, tout le monde applaudissait. Alors, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais enfin, c'est de la discrimination. Ouais. C'est presque la discrimination raciale. C'est ce nom que m'ont imposé mes parents. Il me dit, oui, mais ça me rend tellement populaire. Ouais. Alors, vous comprenez, les élections sont des élections. Démagogie. Mais vous êtes aussi heurté à Madeleine Albright, dont vous avez dit, d'ailleurs, je suis stupéfait par le mépris et l'indifférence de Madeleine Albright. Ça dépend des moments. On s'entendait parfois et dans d'autres circonstances, nous étions en total désaccord. Ouais. Alors vous payez un petit peu votre côté perturbateur indépendant et vous dites vous-même d'ailleurs, j'étais aussi bien contre le tout ayatollah que contre le tout Coca-Cola. C'est-à-dire vous essayez, vous, au milieu comme ça, d'être le médiateur, d'être le... Vous savez, je pense que si nous voulons que les Nations Unies soient appelées à jouer un rôle, surtout face à la globalisation, il faut qu'elle ait un minimum d'indépendance. Et je reviens à un document que j'ai présenté. Ça ne sert à rien de vouloir promouvoir la démocratie, ce que je fais actuellement dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, si au sommet vous avez un régime qui est antidémocratique ou qui est autoritaire. Donc, comme vous avez la globalisation de l'économie, la globalisation des communications, vous devez aussi prévoir la globalisation de la démocratie. Bien sûr. Alors vous quittez l'ONU, finalement, vous n'êtes pas réélu, hein, et vous dites que c'était un vrai bras de fer qui m'a même fait perdre 7 kilos, et mon sens de l'humour, ce qui, d'après ma femme, était beaucoup plus grave. Donc ça a été une épreuve pour vous, on sent bien d'ailleurs, dans votre livre, je ne dis pas de l'amertume, mais on sent quand même que vous trouvez ça injuste, quoi. Oui, mais j'ai essayé surtout de garder mon sens de l'humour. Si vous ne gardez pas votre sens de l'humour, alors à ce moment, ou vous vous prenez au sérieux, ou vous faites une dépression. Ouais. Alors, votre bilan est plutôt positif sur le Salvador, le Mozambique, le Cambodge, le Guatemala, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Question comme ça, incidente par rapport à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez, bon, tous ceux qui sont d'origine, les Blancs d'origine anglo-saxonne, retournent en Angleterre, mais les Afrikaners, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine hollandaise, veulent rester en disant nous on est une tribu blanche d'Afrique et finalement il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas. Quand tu es arrivé ici, il n'y avait personne, donc c'est à nous. Comment vous voyez l'avenir de ces gens-là? Je pense que c'est un problème de réadaptation. Je pense que la présence de Nelson Mandela a surmonté la phase la plus difficile, qui est la phase de la transition. Et je pense que la nouvelle équipe qui est au pouvoir et qui bénéficie de l'image de Nelson Mandela va pouvoir surmonter les difficultés. Évidemment, le problème qui se pose, c'est que vous avez une minorité blanche qui est extrêmement riche et la grande majorité noire qui est extrêmement pauvre. Mais je pense que... Vous pensez que les Blancs vont rester en Afrique du Sud? Je pense que les Blancs vont rester en Afrique du Sud. Très bien, c'était effectivement ma question. Alors vous avez aussi créé les tribunaux internationaux contre les crimes de guerre au sujet des guerres de Bosnie et du Rwanda. Alors dans les trucs qui ont un peu moins bien marché, enfin bon,
il y a l'ex-Yougoslavie, parce que déjà en 1994, vous vouliez retirer les troupes de Yougoslavie, l'Angola, la Somalie, le Libéria. Voilà, si on veut faire un bilan un peu équitable, non? Oui, mais vous savez, il faudrait mentionner autre chose, je crois que je l'ai mentionné dans ce livre, ces conférences internationales que nous avons tenues, qui, dans une certaine mesure, ont adopté des normes qui vont régir le prochain siècle. Nous avons tenu une conférence au niveau des chefs d'État à Rio de Janeiro pour discuter les problèmes de l'environnement pour la première fois. Nous avons tenu une conférence à Vienne sur développement et droits de l'homme. Nous avons tenu une conférence au Caire sur l'effet de l'explosion démographique et le développement. Nous avons tenu une conférence qui a obtenu surtout l'accord du président Mitterrand à Copenhague sur la dimension sociale du développement. Nous avons tenu une conférence des femmes à Pékin. Donc, nous avons tenu une série de conférences. Vous avez semé des graines qui donneront des fruits au siècle prochain. Qui ont déjà donné des fruits, je pense. Alors, l'avenir de l'ONU, évidemment, tout le monde rêve d'un gouvernement mondial qui fasse régner l'ordre sur la planète. C'est une utopie. Mais les USA étant une superpuissance, on voit mal comment les USA accepteraient de donner tout ou partie de leur pouvoir à l'ONU, parce qu'on n'a jamais vu personne qui donne le pouvoir sans y être obligé par la force. Vous êtes d'accord avec moi? Donc comment est-ce qu'on peut envisager finalement l'avenir de l'ONU face à cette superpuissance américaine? Toutes les superpuissances n'ont duré qu'un siècle ou deux, que ce soit l'Empire romain ou l'Empire britannique. Ensuite, à partir du moment où vous allez avoir d'autres superpuissances qui vont naître, je reviens de Chine, je pense à la Chine. Si l'Union européenne s'intègre encore mieux, ça devient une autre superpuissance. Et ensuite, il ne faut pas seulement des superpuissances. Il vous faut des États, même des États moyens, qui ont la volonté politique de s'intéresser aux affaires internationales. À ce moment-là, vous avez un débat politique. À ce moment-là, vous avez un échange. Mais c'est quand même, M. Boutros-Ghali, c'est quand même un peu moins le cas qu'à une époque, parce que moi je me souviens des non-alignés avec Soekarno, Nasser, etc. Ça n'existe plus, c'est une espèce de troisième pôle à l'époque, il y avait l'Est, l'Ouest et les non-alignés, par exemple. Je suis d'accord avec vous, mais croyez-moi que si vous avez un État qui connaît bien ses dossiers et qui s'intéresse aux affaires internationales, alors à ce moment, il peut discuter. La puissance américaine vient d'une part de la puissance percée des États-Unis, mais elle vient aussi de la résignation des autres États et de l'indifférence, du repli sur soi, d'un manque d'intérêt. Repli identitaire. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pensez donc qu'à terme, l'ONU va prendre plus de pouvoir sur la planète, ou qu'au contraire, ce sera toujours sous les fourches codines, ce sera toujours obligé de passer sous les fourches codines des États-Unis? Je pense que tôt ou tard, on devra inventer, si l'ONU ne reprend pas sa force, on devra inventer d'autres organisations internationales qui devront régir la mondialisation. Parce que vous avez différentes mondialisations qui ont chacune leur propre spécificité. Donc il s'agit de trouver des organes pour gérer ces mondialisations. D'accord. Alors, les États-Unis, ils n'ont quand même toujours pas payé, ils ont toujours des arriérés, ils ne payent pas, en plus, non? Non, ils ne payent pas. Leur contribution, ils ne payent pas. Mais ils avaient dit que s'ils allaient me mettre à la porte, ils pourraient payer. Ils n'ont pas payé quand même. Ben, ils n'ont pas payé quand même. En plus, ils ne sont pas honnêtes. Et alors, il y a eu le Kosovo, évidemment, où on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une violation de la Charte des Nations Unies. Ça, vous n'étant plus là, ça a été peut-être plus facile pour eux. Et comment vous voyez l'intervention des États-Unis aux Nations Unies, au Timor? Ces gens-là, on leur dit votez, ça y est, c'est la liberté, c'est formidable, allez voter. Puis dès qu'ils ont voté, on les laisse être massacrés par des milices indonésiennes. Je pense que c'est un manque de préparation. Il aurait fallu prévoir. Il faudrait avoir une présence militaire avant les élections et refuser de faire des élections s'il n'y avait pas une présence militaire. Je ne sais pas si ça a été une bonne idée de faire un référendum tout de suite. Apparemment non. Il aurait fallu laisser du temps. N'oubliez pas que vous avez un certain nombre d'habitants de Timor qui vivent en Indonésie. Oui. Donc ça va leur poser des problèmes. N'oubliez pas aussi que ce qui s'est passé à Timor peut donner exemple à des sécessions analogues dans des centaines d'autres îles. Est-ce que nous avons intérêt à contribuer à la décomposition d'un État aussi grand que l'Indonésie? Surtout qu'il est facile à émietter puisque c'est beaucoup d'îles. Exactement. Alors, très bien, merci. Maintenant, on va parler un petit peu de vous plus précisément, disons, et moins de votre action. Donc, vous êtes d'une riche famille copte. Alors, il faut expliquer peut-être un peu pour nos amis téléspectateurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas musulman, égyptien, mais non musulman. Écoutez, vous avez à peu près, l'Égypte était chrétienne jusqu'au VIe siècle.
Et puis il y a eu l'invasion arabe, et du 6e au 20e siècle, l'Égypte a été peu à peu islamisée. Il est resté une poche qui, elle, a maintenu la religion, qui a créé la tradition monastique en Égypte, ce sont les Coptes, et qui continue. Il représente à peu près 10% de la population. Alors, donc vous avez 7 millions à 8 millions de Coptes. Est-ce qu'ils souffrent de l'islamisation? Non, non. Ils coexistent depuis le 6e siècle. Oui, donc ils ont dû trouver différentes méthodes de coexistence. Alors, votre grand-père, qui s'appelait Pierre Boutros-Ghali, et pas Boutros-Ghali, lui, alors il était le premier... Il s'appelait Boutros, on n'a jamais utilisé le Pierre. Ah bon, pardon. Boutros veut dire Pierre. Pierre, oui. Il a été le premier ministre non musulman, donc d'Égypte, a malheureusement d'ailleurs été assassiné. Donc vous faites vos études là-bas, à Héliopolis, et en 46-48, vous venez à Paris. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais vous habitez rue Monsieur-le-Prince. Oui. Et alors, vous êtes un peu playboy ravageur, c'est vrai ça? Non, non, c'est très exagéré. Écoutez, en 3 ans, j'ai fait mes 2 diplômes, diplôme de droit public, diplôme d'économie, diplôme de sciences politiques, et terminé une thèse de doctorat. Oui, donc en 3 ans... Vous n'avez pas le temps tellement pour la gaudriole, quoi. J'ai essayé, mais il y avait beaucoup de cours. Bien, donc en 52, en Égypte, il y a un événement, c'est Nasser, et 90% des biens de votre famille sont nationalisés. Malgré tout, vous restez dans le nasserisme. Enfin, vous finissez par adhérer au parti unique à un moment. Certainement. J'enseignais à l'université du Caire, et alors il y avait une obligation. C'était un système quand même qui ressemblait beaucoup au système communiste. C'était une obligation, si vous voulez enseigner, de faire partie du parti. Donc j'ai été d'office nommé membre du parti. Et c'est à ce titre que j'ai essayé, que ce soit à travers des revues que j'avais créées, ou d'essayer de freiner cette tendance vers une gauche extrémiste qui ne correspond pas à la mentalité égyptienne et qui donnerait le pouvoir à une bureaucratie qui, par définition, est innocente et qui deviendra, à partir du moment où elle gère ses biens, deviendra corrompue. Alors, en 77, vous êtes nommé donc ministre des Affaires étrangères, vous travaillez avec Sadat, vous travaillez avec Hosni Moubarak, en 91, vice-premier ministre, et en 92, l'ONU. Voilà à peu près brossé votre carrière qui est fort brillante. Alors, il y a une question, vous savez qu'on est dans une émission culturelle, on parle beaucoup de littérature ici. Votre deuxième femme, donc, s'appelle Leia Marianne Adler, on dit qu'elle a été le modèle de Cléa dans le livre de Durel, Le Quatuor d'Alexandrie. Alors, et vous seriez un peu le modèle du prince Nessim. De Nessim. Oui. Bon, alors vous dites, c'est pas vrai, parce que vous dites ça dans La Croix, vous avez dit ça dans La Croix, vous dites, c'est pas vrai, j'avais seulement 14 ans quand Durel a publié son livre. Alors moi, ce que je veux dire, c'est pas vrai non plus, parce que Durel, il a publié son livre en 57 et vous aviez 35 ans. Donc vous pourriez très bien être Nessim, l'époux complaisant de Justine. Je vais raconter une autre histoire. Oui. Dans tous les ouvrages, vous avez été persuadé que c'est moi l'initiateur de la visite de Sadat à Jérusalem. Ce n'est pas vrai. J'aurais bien été très fier de ça. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais prôné dans des articles un rapprochement entre Israéliens et Égyptiens, l'importance d'un dialogue, mais j'étais le dernier à savoir qu'il allait faire une visite à Jérusalem. Comme il m'a demandé de faire le discours, j'ai fait le discours, mais il n'a jamais utilisé mon discours aussi. Donc, vous avez tout Nessim, c'est pas vous. Vous seriez fier d'être... J'aurais bien voulu d'être Nessim. Il y a des légendes qui, vous avez beau dire, ce n'est pas vrai. Non, mais là, je vous le demande, parce que... Non, vous n'aviez pas 14 ans. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous aviez 35 ans à l'époque où le bouquin a été publié. Le bouquin a paru en 57. Non, il a paru avant. Avant? Ah oui, je pense qu'il a paru avant. On vérifiera, on demandera à Frédéric Becbellé. Alors, vous avez des surnoms comme ça, on vous appelle le crocodile du Nil et on vous appelle le pharaon. Lequel vous préférez entre le crocodile du Nil et le pharaon? Ça, ce sont les fonctionnaires qui sont mécontents de ma façon dont je gérais les Nations Unies, qui tantôt m'appelaient le pharaon, tantôt m'appelaient le crocodile. Mais quand je fermais certaines administrations ou je mettais fin à certaines, donc j'étais devenu le crocodile. Je pense que... Pharaon, c'est pas mal, hein? Oui, ça fait un peu arrogant. On me reprochait d'avoir été arrogant. En tous les cas, on dit de vous que vous êtes un excellent diplomate, bien entendu, et votre carrière le prouve, mais il y a une phrase vous concernant, sur laquelle j'aimerais bien que vous réagissiez pour terminer notre entretien, c'est quand il cherche un homme, en parlant de vous, quand il cherche un homme de confiance, il commence par se regarder dans le miroir, quand même. C'est-à-dire que vous n'aviez confiance qu'en vous. Non, ce n'est pas vrai.
Mais je sais très bien qu'on est trahi le plus souvent par les siens. C'est par vos plus proches collaborateurs. Et il faut accepter ceci avec un grand sourire en politique. Merci. En tous les cas, je crois que j'aurais beaucoup à apprendre de vous. Bon, ben merci beaucoup, Boutros Boutros-Ghali, d'être venu ici. Ben voilà, on continue. Alors, je rappelle le titre du livre, hein, c'est « Mes années à la Maison de Verre ». C'est passionnant, c'est chez Fayard. On est au cœur de l'action. Je crois que c'est la première fois qu'un secrétaire général de l'ONU nous fait pénétrer comme ça dans son travail, parce que jusque-là, c'était un peu plus secret. Voilà. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.